Platon, la République. J'étais descendu hier au Pirée, en compagnie de Glaucon, fils d'Ariston, pour faire mes prières à la déesse, et j'étais en même temps désireux d'assister à la fête. De quelle manière allait-il la célébrer, puisqu'il le faisait pour la première fois? Bien sûr, j'ai trouvé la procession des gens du lieu fort belle, mais la manière dont défilèrent les traces ne me parut pas moins convenir à la célébration. Une fois nos prières terminées, et après avoir pris le temps de regarder la fête, nous nous étions mis en chemin pour retourner vers la ville. Or, nous ayant aperçu de loin, alors que nous étions pressés de rentrer chez nous, Polémarque, fils de Céphale, nous dépêcha son jeune serviteur pour nous prier de l'attendre. Celui-ci, m'attrapant derrière par mon manteau, nous dit « Polémarque vous demande de l'attendre. » M'étant retourné vers lui, je m'informai pour savoir où se trouvait son maître. « Le voici, dit-il. Il arrive derrière moi. Attendez-le. » Eh bien, dit Glaucon, nous allons l'attendre. Et quelques instants plus tard, Polémarque arriva en compagnie d'Adimante, le frère de Glaucon, de Nicératos, fils de Nicias, et de quelques autres qui rentraient de la procession. Polémarque dit alors « Socrate, vous me semblez pressé de rentrer en ville. » « Tu n'as pas tort de le penser, dis-je. »« Et vois-tu, dit-il, combien nous sommes ? » Comment ne pas le voir ? Alors, dit-il, ou bien vous l'emporterez sur nous, ou bien vous resterez ici. N'existe-t-il pas, dis-je, une autre possibilité ? Ne pourrions-nous vous convaincre qu'il faut nous laisser partir ? Mais alors, il s'agirait pour vous, dit-il, de pouvoir convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. Non, certainement pas, dit Glaucon. On ne vous écoutera pas. Mettez-vous cela dans la tête. Adimante, prenant la parole, dit « Peut-être justement n'êtes-vous pas au courant qu'il y aura en soirée une course au flambeau, à cheval, en l'honneur de la déesse. » À cheval, m'écriai-je, en voilà une nouveauté. C'est à cheval qu'ils porteront les flambeaux et se les passeront dans le relais de la course. Est-ce bien cela que tu veux dire ? C'est bien cela, dit Polémarque. Et en plus, ils prépareront une fête de nuit, qui vaut la peine d'être vue. Après le dîner, nous comptons bien nous lever pour sortir et assister à la fête nocturne. Nous serons en compagnie de plusieurs jeunes gens d'ici, et nous pourrons discuter. Mais restez donc, et n'allez pas refuser. Alors Glaucon répondit. Il me semble bien qu'il faille rester. Eh bien, si c'est ton avis, dis-je, c'est ce qui s'impose. Nous prîmes donc la direction de la maison de Polémarque, et, arrivés là, nous tombâmes sur Lysias, et aussi Euthydène, les frères de Polémarque. Il y avait là également Thrasimaque de Chalcédoine, et Carmantide de Paanée, et aussi Clyphoton, le fils d'Aristonyme. À l'intérieur se trouvait Céphale, le père de Polémarque. Il me sembla beaucoup vieilli. Il faut dire qu'il y avait longtemps que je ne l'avais vu. Il avait pris place sur un siège à coussin, et il portait une couronne sur la tête, car il venait tout juste d'offrir un sacrifice dans la cour. Nous nous assîmes donc autour de lui. Quelques sièges étaient disposés là en cercle. Aussitôt qu'il m'aperçut, Céphale s'empressa de me saluer et dit « Socrate, tu ne descends pas souvent nous voir au Pirée. Il le faudrait pourtant. Si j'avais encore la force de monter facilement en ville, tu n'aurais pas besoin de te déplacer ici. C'est nous qui irions vers toi. Mais, dans les circonstances, il est nécessaire que tu viennes ici plus fréquemment. Tu dois bien savoir qu'en ce qui me concerne, autant les plaisirs du corps s'affadissent, autant les désirs et les plaisirs qui ont trait aux entretiens prennent de l'importance. Ne résiste pas. Joins-toi à la compagnie de ces jeunes gens. Et quand tu viens nous rendre visite ici, que ce soit comme à des amis, à des gens qui sont très proches de toi.
Bien sûr, Céphale, répondis-je. Je suis heureux de dialoguer avec des gens qui sont avancés en âge, car il me semble qu'il nous faut apprendre auprès d'eux, comme nous apprenons auprès de gens qui se sont engagés sur un chemin que nous devrons sans doute nous aussi parcourir. De quelle nature est ce chemin, s'il est pénible, et difficile ou aisé et agréable? Et j'aurai justement plaisir à apprendre de toi comment, puisque te voilà parvenu à cette étape de la vie, tu comprends ce que les poètes appellent le seuil de la vieillesse. Est-ce un moment difficile de la vie? Toi, qu'en dirais-tu? Par Zeus, Socrate, dit-il, je veux bien de mon côté te dire comment je vois les choses. Souvent, en effet, nous nous réunissons entre gens âgés, à peu près du même âge, conservant sa valeur au vieux dicton. Dans ces réunions, la plupart d'entre nous se lamentent. Ils regrettent les plaisirs de leur jeunesse, ils se remémorent les délices de l'amour, la bonne chère et les autres plaisirs du même ordre. Et ils récriminent comme s'ils étaient privés de biens d'une grande importance. Comme ils vivaient bien alors. Et maintenant, ils ne vivent même plus. Certains d'entre eux se plaignent de la manière dont leurs proches traitent la vieillesse, comme du rebut. Et sur cette lancée, ils se lamentent en rendant la vieillesse responsable de tous les maux. Mais à mon avis, Socrate, ils ne blâment pas le vrai responsable, car si la vieillesse était la vraie cause, j'aurais moi aussi subi l'épreuve de tous ces maux du fait de mon grand âge. Et ce serait aussi le cas de tous ceux qui sont parvenus à cet âge de la vie. Or, je peux affirmer que j'ai rencontré pour ma part d'autres vieillards qui ne partagent pas du tout cette attitude, et notamment le poète Sophocle. Un jour, j'étais à ses côtés, et on lui posa la question. « Comment te sens-tu, Sophocle, par rapport au plaisir de l'amour? Es-tu encore capable d'avoir une relation avec une femme ?» Et celui-ci de répondre. « Tais-toi, bonhomme, je suis enchanté de m'en être sorti, comme si je m'étais échappé d'un maître enragé et sauvage. » Il m'impressionna alors par cette belle réponse, et encore aujourd'hui, elle ne me fait pas moins impression. À tous égards, en effet, pour ce genre de choses, il se produit dans la vieillesse une grande paix et une libération. Quand les désirs perdent leur intensité et s'apaisent, alors se réalise absolument la parole de Sophocle. On se trouve libéré de tyrans nombreux et maniaques. Quant aux plaintes de ces vieillards, et notamment en ce qui concerne leurs proches, il n'en existe qu'une seule cause, Socrate. Et ce n'est pas la vieillesse des personnes, mais leur caractère. S'ils sont équilibrés et d'un tempérament serein, la vieillesse ne sera pas pour eux un tel fardeau. Sinon, Socrate, ce n'est pas seulement la vieillesse, mais aussi la jeunesse qui se révélera pénible pour eux. Et moi, subjugué par son propos et désireux de le voir poursuivre, je le poussai à le faire et lui dis. Je pense bien, Céphale, que quand tu tiens ce langage, la plupart de ceux qui t'écoutent ne te suivent pas. Ils croient plutôt que si tu supportes aisément la vieillesse, ce n'est pas grâce à ton caractère, mais parce que tu possèdes une grande fortune. Pour les riches, en effet, on dit que les consolations ne manquent pas. Tu dis vrai, dit-il. Ils ne sont pas d'accord avec moi. Certes, ils tiennent un point, mais pas autant qu'ils le pensent. C'est la parole de Thémistocle qui convient, lorsqu'il répondit à l'homme de Séryphos. Celui-ci l'injuriait en lui disant qu'il ne devait pas sa réputation à son mérite, mais à sa cité. Et Thémistocle de répondre que s'il avait été lui-même de Séryphos, il n'aurait pas une telle renommée, mais que l'autre, s'il avait été athénien, n'en aurait eu guère plus. Ce propos s'applique bien à ceux qui ne sont pas riches, et qui trouvent la vieillesse pénible. Il est vrai que l'homme de bien, s'il est dans le besoin, ne supportera pas la vieillesse sans difficulté, mais celui qui n'est pas un homme de bien aura beau être riche, il ne trouvera pas pour autant la sérénité pour lui-même. « Dis-moi, Céphale, repris-je,
Le gros de ta fortune, te vient-il d'un héritage de famille ou l'as-tu acquis par toi-même? Tu me demandes ce que j'ai acquis, Socrate. En ce qui concerne l'accroissement de ma fortune, je tiens une position intermédiaire entre mon père et mon grand-père. Mon grand-père, dont je porte le nom, a hérité d'une fortune à peu près égale à celle que je possède actuellement, et il la multiplia plusieurs fois. Mon père, Lysanias, la ramena à un niveau inférieur à ce qu'elle est maintenant. Quant à moi, je me réjouis de léguer à mes enfants ici présents une fortune non pas moindre, mais un peu plus importante que celle que j'ai reçue en héritage. Si je t'ai interrogé là-dessus, repris-je, c'est que tu ne m'as pas semblé trouver un plaisir particulier dans la possession de la richesse. C'est ainsi que se comportent en général ceux qui ne l'ont pas acquise par eux-mêmes. Ceux qui, au contraire, l'ont acquise par eux-mêmes, y sont 2 fois plus attachés que les autres. En effet, de même que les poètes se réjouissent de leurs poèmes et les pères de leurs enfants, ainsi ceux qui se sont enrichis accordent beaucoup d'importance à leur fortune, parce qu'elle est leur œuvre, et aussi bien sûr du fait de son utilité, comme tout le monde. C'est la raison pour laquelle ils sont pénibles à fréquenter. Ils ne veulent parler de rien d'autre que de leur richesse. Tu dis vrai, dit-il. Tout à fait, dis-je. Mais dis-moi encore autre chose. À ton avis, quel est le plus grand bien que tu as retiré de la possession d'une grande fortune? Si je devais le dire, je ne serais sans doute pas capable, dit-il, de convaincre grand monde de sa valeur. En effet, sache bien ceci, Socrate, reprit-il, que lorsque quelqu'un se rapproche de ce qu'il entrevoit comme sa fin, alors lui viennent des craintes et des angoisses relatives à des choses qui auparavant ne l'inquiétaient pas. Les récits qu'on raconte sur l'Hadès et le fait qu'on doive là-bas rendre compte des injustices commises ici-bas, il s'en moquait jusque-là, mais désormais son âme est troublée à l'idée que ces récits soient véridiques. Et lui-même, soit parce qu'il est affaibli par la vieillesse, soit parce qu'il se rapproche désormais du monde de là-bas, il leur accorde une plus grande importance. L'anxiété, donc, et une réelle frayeur surgissent en lui. Il se met à réfléchir et à examiner s'il a commis quelque injustice envers quiconque. Celui qui découvre alors dans son existence plusieurs injustices et qui, comme les enfants, s'éveille au beau milieu de ses rêves, celui-là est rempli d'effroi et il vit dans une horrible appréhension. Si au contraire sa conscience ne lui fait reproche d'aucune faute, une douce espérance l'accompagne sans cesse. Cette bonne nourrice du vieillard, selon l'expression de Pindare. Car Socrate, ce grand poète, a parlé avec grâce de celui qui conduit sa vie selon la justice et la piété, quand il dit « Douce, lui caressant le cœur, nourrice de la vieillesse, l'espérance l'accompagne, elle qui gouverne souverainement, l'opinion ballottée en tous sens des mortels. » Oui, ce sont là des paroles admirables. Ayant ce poème en tête, je soutiens que la possession des richesses représente la valeur la plus élevée. Mais pas pour n'importe quel homme, seulement pour l'homme de bien. Ne pas tromper, ni mentir, même involontairement, n'avoir aucune dette, qu'il s'agisse de l'offrande d'un sacrifice à un dieu ou d'une créance à quelqu'un. Quand le moment est venu de partir là-bas sereinement, à tout cela la possession des richesses peut contribuer pour une large part. Elle présente également bien d'autres avantages. Mais si on évalue les uns et les autres, je dirais pour ma part, Socrate, que la richesse n'est pas le moindre pour un homme réfléchi. Tu parles très bien, Céphale, dis-je. Mais en ce qui concerne cette chose-là elle-même, la justice, dirons-nous dès lors qu'il s'agit simplement de dire la vérité et de rendre à chacun ce qu'on en a reçu? Ces deux actes mêmes, ne les faisons-nous pas tantôt de manière juste, tantôt de manière injuste?
Je propose le cas suivant. Si quelqu'un recevait des armes de la part d'un ami tout à fait raisonnable, mais que celui-ci étant devenu fou, les lui redemande. Tout le monde serait d'accord pour dire qu'il ne faut pas les lui rendre et que celui qui les rendrait ne ferait pas un acte juste. Pas plus que celui qui se proposerait de dire la vérité à un homme dans un tel état. Tu as raison, dit-il. Ce n'est donc pas une définition de la justice que de la définir comme étant le fait de dire la vérité et de rendre ce qu'on a reçu. Bien au contraire, Socrate, dit alors Polémarque, intervenant dans la discussion. Si toutefois nous en croyons Simonide. Sans doute, reprit Céphale, mais je vous laisse en discuter, car je dois maintenant m'occuper des offrandes sacrées. Par conséquent, reprit-il, moi, Polémarque, je serai l'héritier de tes positions. Absolument, répliqua-t-il en riant, et il s'en alla aussitôt pour sacrifier les offrandes. Dis-nous donc, repris-je, toi l'héritier de la discussion, ce que dit Simonide de la justice et pourquoi tu affirmes qu'il a raison. Il affirme, dit-il, qu'il est juste de rendre à chacun ce qu'on lui doit. Ces propos me semblent à moi une bonne manière de présenter les choses. Pour sûr, répondis-je. Il n'est pas facile de ne pas le croire. C'est un homme sage et divin. Ce qu'il veut dire, cependant, Polémarque, peut-être le comprends-tu, quant à toi, mais moi je ne le comprends pas. Il est assez clair qu'il n'entend pas, comme nous le disions tantôt, que si quelqu'un s'est vu confier quelque chose en dépôt, ils doivent le rendre à celui qui le lui réclame, alors que celui-ci a perdu la raison. Et pourtant, ce qu'on a confié en dépôt constitue, à n'en pas douter, quelque chose qu'on doit rendre, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut éviter, en toutes circonstances, de le rendre à celui qui le réclame et qui n'a plus sa raison. C'est vrai, dit-il. Alors Simonide veut donc dire autre chose, me semble-t-il, quand il dit qu'il est juste de rendre ce qu'on doit. Par Zeus, dit-il, autre chose certainement, car il pense que les amis ont le devoir de faire du bien à leurs amis, en aucun cas de leur faire du mal. Je comprends, dis-je. Il ne rend pas ce qu'il doit, celui qui rend de l'argent à celui qui le lui a confié en dépôt, si la restitution et la récupération comportent des dommages, et si celui qui reprend et celui qui restitue sont des amis. N'est-ce pas de cette manière que s'exprime Simonide? Tout à fait. Mais alors, à des ennemis, faut-il rendre ce que par hasard on leur devrait? Oui, absolument, dit-il. En tout cas, ce qui leur est dû. Or, ce qu'on doit à un ennemi, je pense, en tout cas, ce qu'un ennemi doit à son ennemi, c'est ce qui lui convient, du mal. Apparemment donc, dis-je, Simonide s'est exprimé par énigme. C'est en poète qu'il a tenté de dire ce qui est le juste. Il se représentait, semble-t-il, ce qui est juste comme le fait de rendre à chacun ce qui convient. C'est ce qu'il a appelé ce qu'on doit. Mais qu'en penses-tu? dit-il. Par Zeus, repris-je, si on lui avait demandé, Simonide, l'art qu'on appelle la médecine, à qui justement rend-il ce qui est dû et ce qui convient? Et que donne-t-il alors? Quelle aurait été, selon toi, sa réponse? De toute évidence, dit-il, il donne au corps les remèdes, les aliments et les boissons. Est-ce ce qu'on appelle l'art culinaire? À qui donne-t-il ce qui est dû et ce qui convient? Et que donne-t-il alors? Il donne les assaisonnements aux plats cuisinés. Bien. Et maintenant, l'art qui porterait le nom de justice, à qui rend-il ce qui est dû et que donne-t-il? S'il faut, Socrate, répondit-il, être conséquent avec ce que nous venons de dire, la justice rend aux amis et aux ennemis respectivement
des biens et des maux. Donc, faire du bien à ses amis et du mal aux ennemis, c'est cela qu'il appelle la justice. Il me semble. Or, qui est le plus en mesure de faire du bien à ses amis malades ou du mal à ses ennemis, du point de vue de la maladie et de la santé? Le médecin. Et qui peut le faire pour les navigateurs par rapport aux dangers de la mer? Le pilote. Et qu'en est-il du juste? Dans quelle action et en fonction de quelle tâche est-il le plus en mesure d'aider ses amis et de nuire à ses ennemis? À la guerre, en combattant contre les uns et en s'alliant avec les autres, me semble-t-il. Très bien. Mais mon cher Polémarque, le médecin n'a guère d'utilité pour ceux qui ne sont pas souffrants. C'est vrai. Et le pilote n'est guère utile à ceux qui ne sont pas en mer. Sans doute. Mais alors, le juste ne sera guère utile à ceux qui ne sont pas en guerre. Cela ne me semble pas du tout le cas. La justice serait donc utile aussi en temps de paix. Elle est utile. Et l'agriculture également, n'est-ce pas? Oui. Pour recueillir les fruits de la terre. Oui. Et l'art de la cordonnerie serait aussi utile. Oui. Tu pourrais, je pense, dire qu'il l'est pour se procurer des chaussures. Tout à fait. Mais alors, la justice, en vue de quel usage ou de quelle possession dirais-tu qu'elle est utile en temps de paix? Par rapport au contrat, Socrate. Qu'entends-tu par contrat? Des associations ou quelque chose d'autre? Oui, des associations. Est-ce cependant l'homme juste qui, pour placer les dés au jeu, sera un associé bon et utile, ou n'est-ce pas plutôt le joueur de dés expérimenté? Le joueur expérimenté? Et s'il s'agit de poser des briques ou des pierres, le juste est-il un associé plus utile et meilleur que le maçon? Aucunement. Mais en vue de quelle association le juste est-il un meilleur associé que le maçon et le joueur de cithare? De la même manière que le joueur de cithare est meilleur que le juste pour ce qui est de faire vibrer les cordes. Pour des affaires d'argent, il me semble. Sauf peut-être, Polémarque, le cas où il faut faire usage de l'argent, par exemple lorsqu'il faut mettre de l'argent en commun pour acheter ou vendre un cheval. Dans ce cas, je pense, ce sera l'expert en chevaux, n'est-ce pas? Il me semble bien. Et s'il s'agit d'un navire, ce sera sans doute le constructeur naval ou le pilote. Apparemment. Alors, dans quelle situation le juste sera-t-il plus utile que les autres dans l'utilisation commune de l'argent ou de l'or? Lorsqu'il s'agit de faire un dépôt et de le garder intact, Socrate. Veux-tu dire lorsqu'on n'a pas besoin d'utiliser son argent, mais qu'on le met de côté? Exactement. C'est donc quand l'argent demeure inutilisé que la justice devient alors utile pour lui. Il y a des chances. Alors, lorsqu'il faut garder une serpe en dépôt, c'est la justice qui sera utile, autant que les choses faites collectivement que dans les actions privées. Mais s'il faut l'utiliser, alors ce sera l'art de la vigne? Il semble bien. Et s'il s'agit de garder un bouclier ou une lyre sans les utiliser, la justice alors sera utile. Mais s'il faut les utiliser, alors ce sera l'art de l'hoplite ou l'art du musicien? Nécessairement. Et en général, quant à tout le reste, la justice sera pour chaque chose inutile aux fins de l'usage, mais utile dans le cas où il n'y a pas d'usage? C'est probable. Mais alors, mon ami, la justice n'est rien de vraiment valable si elle ne présente d'utilité
que pour les choses inutiles. Mais examinons la situation suivante. N'est-ce pas l'homme le plus habile à porter des coups au combat, que ce soit au cours d'un pugilat ou dans les autres formes de lutte, qu'il est également le plus à se protéger des coups? Tout à fait. Et n'est-ce pas celui qui est apte à se protéger d'une maladie, qui sera aussi le plus habile à la transmettre en secret? Il me semble. Mais le bon gardien d'une armée, n'est-ce pas celui-là même qui est capable de dérober les biens des ennemis, autant leurs plans que leurs autres projets d'action? Tout à fait. Par conséquent, cela dont on peut être le gardien habile, on en sera aussi l'habile voleur. Il me semble. Alors, si le juste est habile à garder de l'argent, il est aussi à le dérober. C'est en tout cas, dit-il, le sens de ton raisonnement. Ainsi donc, le juste vient apparemment de se révéler comme une sorte de voleur. Et cela, il y a des chances que ce soit chez Homère que tu l'aies appris. Le grand poète, en effet, a de l'affection pour le grand-père maternel d'Ulysse, Autolycos. Et il dit de lui qu'il surpassait tous les hommes dans l'art de dérober et dans l'art de se parjurer. Il semblerait donc que la justice, aussi bien selon toi que selon Homère et Simonide, soit en quelque sorte l'art de dérober, mais un art mis au service de ses amis et utilisé pour nuire à ses ennemis. N'est-ce pas ainsi que tu présentes les choses? Par Zeus, pas du tout, s'écria-t-il. Mais je ne sais plus, moi, ce que je disais. Pourtant la justice m'apparaît toujours à moi comme le fait de rendre service à ses amis et de nuire à ses ennemis. Mais qu'entends-tu par ami? Parles-tu de ceux qui donnent l'impression à quelqu'un d'être honnête, ou de ceux qui le sont réellement, même s'ils ne donnent pas l'impression de l'être? Et de même pour les ennemis. Il est naturel, dit-il, d'aimer ceux qu'on estime utiles et d'éprouver de la haine à l'égard de ceux qu'on juge malhonnêtes. Mais les hommes ne font-ils pas erreur dans ce domaine, avec la conséquence que plusieurs personnes leur semblent honnêtes, alors qu'en réalité elles ne le sont pas, et inversement? Ils se trompent alors. Et ainsi donc, pour eux, les gens de bien sont leurs ennemis, et les malhonnêtes leurs amis. Oui, certainement. Et néanmoins, il serait juste, dans leur cas, de rendre service aux personnes malhonnêtes et de nuire aux gens de bien. Il semble. Mais pourtant, les gens de bien sont justes et bien incapables de commettre l'injustice. C'est vrai. En suivant ton raisonnement, il serait juste de faire du mal à ceux qui ne commettent pas d'injustice. Jamais de la vie, Socrate, dit-il. C'est le raisonnement qui semble malhonnête. Alors, repris-je, c'est aux gens injustes qu'il est juste de nuire, et ce sont les justes qu'il faut aider. Ce raisonnement semble meilleur que celui de tout à l'heure. Donc, Polémarque, pour beaucoup de gens, advenant qu'ils se trompent dans leur jugement sur les hommes, il sera juste de nuire à leurs amis, puisqu'il s'agit pour eux de gens malhonnêtes, et de rendre service à leurs ennemis, qu'ils estiment honnêtes. De la sorte, nous parvenons à une conclusion contraire à ce que nous présentions comme la pensée de Simonide. Voilà bien, dit-il, comment les choses se passent. Mais modifions l'argument, car nous risquons d'avoir mal présenté l'ami et l'ennemi. En les présentant de quelle manière, Polémarque? En présentant celui qui semble honnête, comme étant l'ami. Et maintenant, dis-je, comment allons-nous modifier l'argument? Présentons, dit-il, celui qui semble honnête et l'est réellement comme ami. Quant à celui qui semble l'être, mais qui ne l'est pas réellement, il semblera être ami, mais il ne le sera pas.
Posons la même thèse en ce qui concerne l'ennemi. L'ami donc apparemment, selon ce raisonnement, sera l'homme de bien, et l'ennemi sera l'homme malhonnête. Oui. Tu nous suggères donc d'ajouter à ce qui est juste quelque chose de plus à ce que nous disions d'abord. Quand nous disions que le juste consiste à faire du bien à l'ami et du mal à l'ennemi. Maintenant, outre cela, tu suggères de s'exprimer comme suit. Qu'il est juste de faire du bien à l'ami qui est réellement bon et de faire du mal à l'ennemi qui est réellement malhonnête. Tout à fait, dit-il. Il me semble que ce serait une bonne façon de le dire. Est-ce donc, repris-je, le fait d'un homme juste de faire du mal à un homme, quel qu'il soit? Mais certainement, dit-il. Il faut faire du mal aux gens malhonnêtes et qui sont des ennemis. Mais si on maltraite des chevaux, deviennent-ils meilleurs ou pires? Ils deviennent pires. Est-ce par rapport à l'excellence propre aux chiens ou par rapport à celle des chevaux? Par rapport à celle des chevaux. Et si on maltraite les chiens, deviennent-ils pires par rapport à l'excellence propre aux chiens et non à celle des chevaux? Nécessairement. Et pour les êtres humains, camarades, ne faut-il pas affirmer que lorsqu'on leur fait du mal, ils deviennent pires par rapport à leur excellence humaine propre? Oui, certes. Mais la justice, n'est-elle pas l'excellence humaine? Cela aussi, il faut l'affirmer. Et donc, ces êtres humains que l'on maltraite, mon ami, ils deviendront nécessairement plus injustes? Il semble bien. Mais les musiciens ont-ils le pouvoir, par leur art de la musique, de rendre quelqu'un non musicien? C'est impossible. Et par l'art de l'équitation, les cavaliers peuvent-ils rendre quelqu'un non cavalier? Cela ne se peut pas. Mais les justes sont-ils capables, par la justice, de rendre injuste? Et pour généraliser, les gens de bien peuvent-ils, par l'excellence de la vertu, rendre les autres méchants? Mais c'est impossible. Ce n'est pas, en effet, je pense, le résultat de la chaleur que de refroidir, mais le résultat de son contraire. Oui, ni de la sécheresse de rendre humide, mais du contraire. Exactement. Ni donc l'effet de l'homme de bien de nuire, mais celui de son contraire. Il semble. Mais l'homme juste est-il homme de bien? Certainement. Ce n'est donc pas l'œuvre de l'homme juste que de nuire, Polémarque, ni à son ami, ni à quiconque, mais c'est au contraire l'œuvre de l'homme injuste. Tu me sembles dire tout à fait vrai, Socrate, dit-il. Si donc quelqu'un soutient que le juste consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, et s'il veut dire par là, en pensant à l'homme juste, qu'il doit rendre du mal à ses ennemis, mais qu'il doit aider ses amis, il ne sera pas sage en s'exprimant de la sorte. Car alors, il n'a pas dit vrai. En aucun cas, il nous a semblé juste de faire du mal à qui que ce soit. Je suis bien d'accord, dit-il. Nous combattrons donc ensemble, toi et moi, repris-je, si quelqu'un vient soutenir que tel a été le propos de Simonide, ou de Bias, ou de Pitacos, ou de quelque autre bienheureux sage. De mon côté, dit-il, je suis certes prêt à participer à ce combat. Mais sais-tu, dis-je, de qui me semble être cette maxime qui dit qu'il est juste de faire du bien à ses amis et de faire du mal à ses ennemis? De qui? Demanda-t-il. Je pense qu'elle est de Périande, ou de Perdicas, ou de Xérès, ou d'Isménias de Thèbes, ou de quelque autre riche personnage qui se croit de ce fait nanti d'un grand pouvoir. Tu dis tout à fait vrai, répondit-il. Bien, dis-je. Mais puisque ni la justice,
ni de juste ne semble pouvoir s'identifier à cela, comment pourrait-on les exprimer autrement? Or, Thrasymach s'était élancé à plusieurs reprises au milieu même de notre discussion pour capter la parole. Mais il en avait été empêché par ceux qui avaient pris place près de lui et qui étaient désireux de suivre l'argument jusqu'au bout. Comme nous faisions une pause, à l'instant où je disais ces paroles, il ne fut plus capable de rester tranquille, mais se ramassant sur lui-même comme un animal sauvage, il bondit sur nous comme pour nous mettre en pièces. Aussi bien Polémarque que moi, effrayés, nous fûmes stupéfaits. Mais lui, s'avançant au milieu du groupe, s'écria. « Qu'est-ce donc, dit-il, que ce bavardage qui s'empare de vous depuis déjà un moment, Socrate? Et pourquoi faire l'idiot en vous faisant les uns aux autres des courbettes? Si vraiment tu es désireux de savoir ce qu'est le juste, ne fais pas seulement qu'interroger et ne mets pas tout ton honneur à engager une réfutation chaque fois qu'on te répond quelque chose. Reconnais le point suivant. Il est plus facile d'interroger que de répondre, et toi aussi réponds, et dis ce qu'est selon toi le juste. Mais garde-toi de me répondre que le juste est ce qu'il faut, ni ce qui est avantageux, ni ce qui rapporte, ni le profitable, ni l'intérêt. Dis-moi plutôt clairement et précisément ce que tu veux dire, car moi je n'admettrai pas que tu énonces de telles balivernes. Et moi, en l'écoutant, je fus décontenancé, et de le regarder me remplissait d'effroi. Et il me semble que si je ne l'avais regardé avant qu'il ne jette son regard sur moi, je serais devenu muet. De fait, dès le moment où il avait commencé à se fâcher du cours qu'avait pris notre discussion, j'avais le premier jeté un regard dans sa direction, de sorte que je me trouvais capable de lui répondre, et je finis par lui dire en tremblant un peu. Thrasymach, ne sois pas dur à notre endroit. Si nous faisons fausse route dans l'examen de nos arguments, moi autant que Polémarque, sache que c'est bien involontairement. Ne va pas croire que si nous cherchions de l'or, nous serions disposés à faire les courbettes les uns devant les autres au cours de notre recherche et à mettre en péril la possibilité d'en trouver. Et que maintenant que nous cherchons la justice, une question qui a une bien plus grande valeur que beaucoup d'or, tu nous croirais assez fous pour nous incliner les uns devant les autres, au lieu de consacrer sérieusement nos efforts à la faire apparaître? Non, ne va pas le croire, mon ami. Je pense plutôt que nous n'en sommes pas capables. De votre part, vous autres, les habiles, sans doute méritons-nous plutôt de la compassion, bien plus en tout cas que de la dureté. À ces mots, il se mit à ricaner amèrement et il dit « Ô Héraclès, voilà bien la fameuse ironie dont Socrate a l'habitude. Je le savais et j'avais prédit à ceux qui sont présents ici que tu refuserais de répondre, que tu feindrais ironiquement mille ruses, plutôt que de répondre si on te posait quelques questions. »« Tu es un expert, Thrasymach, dis-je. Tu savais bien que si tu demandais à quelqu'un comment on produit le nombre 12 et que tu le prévenais en ajoutant « Prends garde, bonhomme, de ne pas dire que c'est 2 fois 6, ni 3 fois 4, ni 6 fois 2, ni 4 fois 3, parce que je ne tolérerai pas de telles balivernes. Personne, c'est clair, pour toi, je pense, ne répondrait à une question posée de la sorte. Mais s'il te disait, Thrasymach, qu'as-tu en tête? Que je ne donne aucune des réponses que tu as prévues. Penses-tu, homme admirable, que même si la réponse se trouve être l'une de celles-là, je donnerai autre chose que la vraie réponse? Est-ce cela que tu as en tête? Que lui dirais-tu à celui-là en manière de réponse? Vraiment, s'écria-t-il, comme si cela avait quelque rapport avec ce que j'ai dit. Rien en tout cas ne l'empêche, dis-je. Et même s'il s'agit de choses sans rapport, mais qu'elles présentent quelque ressemblance pour celui qui interroge, crois-tu qu'il donnera moins la réponse qui lui semble la bonne, que nous le lui interdisions ou non? Et toi, dit-il,
As-tu donc l'idée d'agir autrement? Vas-tu choisir ta réponse parmi celles que j'ai exclues d'avance? Je ne serais pas surpris, dis-je, toute réflexion faite, de me trouver de cet avis. Mais alors, dit-il, si je vous montre qu'à côté de toutes ces réponses, il en existe une autre concernant la justice et bien meilleure. Quelle épreuve croirais-tu mériter? Quelle épreuve, répondis-je, sinon celle qui convient à un ignorant? Il lui incombe en quelque sorte d'apprendre auprès de celui qui sait. Et voilà bien une épreuve que j'estime méritée. Tu es accommodant, dit-il, mais en plus de l'épreuve d'apprendre, tu verseras aussi de l'argent. Soit, quand j'en aurai, dis-je. Mais tu en as, dit Glaucon. S'il ne s'agit que d'argent, Thrasymach, parle. Nous nous cotiserons tous pour Socrate. Je pense bien, s'écria-t-il, pour que Socrate fasse ce qu'il a l'habitude de faire, qu'il ne réponde pas, mais qu'il s'approprie la réponse d'un autre pour la réfuter. Comment quelqu'un pourrait-il répondre, repris-je, excellent homme, quand d'abord on ne sait pas et qu'on le reconnaît, quand ensuite, même si on a une idée, on s'est fait dire de ne donner à ces questions aucune des réponses qu'on juge appropriées par quelqu'un qui n'est pas du moindre calibre. C'est à toi plutôt qu'il revient de parler, toi qui déclares savoir et avoir quelque chose à dire. Ne te dérobe pas. Fais-moi le plaisir de répondre et ne régimbe pas à l'idée d'enseigner à ce bon Glaucon et à tous les autres. Quand je lui eus dit cela, Glaucon et les autres le prièrent de ne pas refuser. Et Thrasymach, manifestement, était désireux de parler. Il escomptait un certain prestige à la pensée de la réponse magnifique qu'il détenait. Mais il faisait semblant de s'obstiner pour que ce soit moi qui propose la réponse. Il finit cependant par donner son accord, puis il dit « Voilà bien l'habileté de Socrate. Lui, il ne consent pas à enseigner quoi que ce soit, mais il fait le tour auprès des autres pour apprendre, et cela sans même leur en être reconnaissant. Quand tu dis, répondis-je, que je m'instruis auprès des autres, tu dis vrai, Thrasymach. Mais quand tu affirmes que je ne suis pas reconnaissant, tu ne dis pas la vérité. Je paie dans la mesure de mes moyens, et c'est là je ne peux le faire qu'en formulant des éloges. Car des biens matériels, je n'en ai pas. Mais avec quel empressement je m'applique à le faire quand quelqu'un me semble bien parler. Tu vas le constater à l'instant, dès que tu auras répondu. Je pense en effet que tu vas bien parler. Prête donc l'oreille, dit-il. Je soutiens, moi, que le juste n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort. Mais quoi? Tu ne me couvres pas d'éloges. Non, tu n'y consentiras pas. Je dois d'abord comprendre, dis-je, ce que tu veux dire. Pour le moment, je ne le sais pas encore. Tu affirmes que ce qui est juste est l'intérêt du plus fort. Mais que peux-tu vouloir dire par là, Thrasymach? Tu ne veux tout de même pas dire que si Polydamas, le lutteur de Pancrace, est plus fort que nous, et qu'il soit dans son intérêt de manger de la viande de bœuf, pour sa forme physique, le même régime alimentaire soit pour nous, même si nous lui sommes inférieurs, à la fois avantageux et juste. Tu es franchement méprisable, Socrate. Tu t'empares de mon argument de manière à le dénaturer complètement. Pas du tout, excellent homme, dis-je. Mais expose-moi plus clairement ce que tu veux dire. Eh bien, ne sais-tu pas, dit-il, que parmi les cités, certaines sont de régime tyrannique, d'autres de régime démocratique, d'autres de régime aristocratique. Comment ne le saurais-je pas? Or, dans toute cité, ce qui détient le pouvoir, c'est ce qui gouverne. C'est certain. Or, tout gouvernement institue des lois selon son intérêt propre. La démocratie institue des lois démocratiques. La tyrannie, des lois tyranniques,
et ainsi pour les autres régimes politiques. Une fois les lois instituées, ils proclament juste, pour les gouverner, ce qui de fait correspond à leur propre intérêt. Et si quelqu'un les transgresse, ils le punissent comme violateur de la loi et auteur d'une injustice. Voilà donc, excellent homme, ce que je soutiens. Dans toutes les cités, le juste est la même chose, c'est l'intérêt du gouvernement en place. Or, c'est ce gouvernement qui exerce en quelque sorte le pouvoir, de sorte qu'à quiconque raisonne avec bon sens, s'impose la conclusion suivante: partout c'est la même chose qui est juste, c'est-à-dire l'intérêt du plus fort. Maintenant, dis-je, j'ai compris ce que tu veux dire. Est-ce vrai ou non? Je vais essayer de le savoir. C'est donc l'intérêt, Thrasymach, qui est le juste? Voilà ce que toi aussi tu as répondu. Même si tu m'empêchais de faire cette réponse, à quoi s'ajoute cependant la mention du plus fort. Un ajout certes négligeable, dit-il. Il n'est pas encore clair qu'il s'agisse d'une mention importante, mais il est bien clair par contre qu'il faut examiner si tu as raison. Car puisque moi aussi je suis d'accord pour reconnaître que le juste consiste en un certain intérêt, mais que toi tu ajoutes à cet intérêt en déclarant qu'il s'agit de l'intérêt du plus fort, et puisque cela moi je l'ignore, alors il faut l'examiner. Vas-y, entreprends l'examen, dit-il. Qu'il en soit ainsi, dis-je. Dis-moi, tu affirmes bien que l'obéissance au gouvernant est quelque chose de juste, n'est-ce pas? Je le soutiens. Or, les dirigeants sont-ils infaillibles dans leurs cités respectives, ou peuvent-ils d'une manière ou d'une autre se tromper? De toute évidence, dit-il, ils peuvent se tromper. Ainsi donc, quand ils entreprennent d'instituer des lois, ils en établissent qui sont bonnes et d'autres qui ne le sont pas. C'est ce que je pense. Établir de bonnes lois, c'est dès lors instituer les choses qui sont dans leur intérêt à eux, alors que de mauvaises instituent des choses qui leur sont préjudiciables. Est-ce ainsi que tu l'entends? Oui, c'est ainsi. Mais ce qu'ils ont institué, il y a obligation pour les gouverner de le faire. Et voilà en quoi consiste le juste? Comment faire autrement? Il est donc juste, en suivant ton argument, de faire non seulement ce qui est dans l'intérêt du plus fort, mais aussi de faire le contraire, ce qui n'est pas dans son intérêt. Que dis-tu là? Dit-il. Ce que tu dis toi-même, il me semble. Mais examinons mieux. Ne nous sommes-nous pas mis d'accord sur le fait que les gouvernants, dans ce qu'ils imposent à leurs gouvernés, se trompent à l'occasion sur ce qui serait le mieux pour eux-mêmes, mais qu'il est juste que les gouvernés exécutent ce que les gouvernants imposent? N'avons-nous pas un accord sur ce point? Si, je le pense, dit-il. Songe aussi, repris-je, que tu as reconnu qu'il est juste de faire des choses qui ne sont pas dans l'intérêt des gouvernants et des plus forts. Dans tous les cas où les gouvernants, sans le vouloir, imposent des choses qui leur sont préjudiciables. Car tu soutiens qu'il est juste que les gouvernés exécutent ce que ceux qui gouvernent leur ont imposé. Dès lors, très sage Thrasymach, n'en découle-t-il pas nécessairement qu'il est juste de faire le contraire de ce que tu soutiens? Car c'est bien ce qui est préjudiciable au plus fort qui se trouve en quelque sorte imposé au plus faible. Oui, par Zeus, Socrate, s'écria Polémarque. C'est très clair. Bien sûr, intervint Clitophon, si tu te proposes d'agir comme témoin de Socrate. Et en quoi, dit-il, a-t-il besoin d'un témoin? Thrasymach lui-même convient que les gouvernants imposent parfois des choses qui leur sont nuisibles, et qu'il est juste que les gouvernés les exécutent. En effet, exécuter ce qui a été ordonné par les dirigeants, c'est cela, Polémarque, que Thrasymach a établi comme le juste. Il a également établi, dit au fond, que le juste est ce qui est dans l'intérêt du plus fort,
et après avoir établi ces deux propositions, il a reconnu que parfois les plus forts ordonnent aux plus faibles, qui sont leurs gouvernés, d'exécuter les choses qui leur sont préjudiciables à eux-mêmes. De ces propositions sur lesquelles il y a accord, il résulte que le juste n'est pas davantage ce qui est l'intérêt du plus fort que ce qui n'est pas non plus dans son intérêt. Mais reprit Clitophon, il voulait dire par l'intérêt du plus fort ce que le plus fort estime être son intérêt. C'est là ce que le plus faible doit exécuter, et c'est cela que Thrasymachus a établi comme juste. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il s'est exprimé, dit Polémarque. Cela ne fait aucune différence, Polémarque, dis-je, et si c'est ce que Thrasymachus veut dire à présent, eh bien nous l'admettrons. Mais dis-moi, Thrasymachus, est-ce cela que tu voulais exposer comme le juste? Le juste est-il ce que le plus fort croit être l'intérêt du plus fort, que cela soit avantageux ou non? Dirons-nous que telle est ta position? Absolument pas, dit-il. Crois-tu par hasard que j'appelle le plus fort celui qui se trompe, alors même qu'il se trompe? Pour moi, en tout cas, dis-je, je croyais que c'était ta position, quand tu étais d'accord pour dire que les gouvernants ne sont pas infaillibles, mais qu'à l'occasion ils se trompent. Un fourbe, un sycophante. Voilà, Socrate, dit-il, ce que tu es dans les discussions. Appelles-tu par exemple médecin celui qui se trompe au sujet des malades du fait même qu'il se trompe, ou encore expert en calcul celui qui se trompe dans un calcul au moment même où il fait erreur et du fait même de son erreur? À mon avis, nous recourons alors à une manière de parler. Quand nous disons que le médecin s'est trompé, que l'expert en calcul, que le grammairien se sont trompés. Je pense que chacun d'eux, dans la mesure où il correspond au nom que nous lui attribuons, ne se trompe jamais. Si bien qu'à parler rigoureusement, puisque toi aussi tu veux parler rigoureusement, aucun expert dans un art ne se trompe, car il ne se trompe que dans la mesure où son savoir l'abandonne. Et dans ce cas, il n'est plus expert dans un art. Qu'on soit expert dans un art, qu'on soit un savant ou un dirigeant, il en résulte que personne ne se trompe, en tant qu'il est un dirigeant. Tout le monde peut néanmoins dire que le médecin s'est trompé, et que le dirigeant s'est trompé. Considère dès lors que je viens à mon tour de te répondre de cette manière. Pour que mon propos soit absolument rigoureux, je pose donc que le dirigeant, en tant que dirigeant, ne se trompe pas. Et que s'il ne se trompe pas, il établit ce qu'il y a de mieux pour lui-même, et que c'est cela que le gouverné doit exécuter. Pour conclure, comme je le disais au point de départ, le juste consiste à faire ce qui est dans l'intérêt du plus fort. Soit, Thrasymachus, repris-je, tu crois donc que je fais le sycophante? Certainement, répondit-il. Crois-tu que c'est dans l'intention délibérée de te faire du tort, dans la discussion, que je t'ai interrogé comme je l'ai fait? Je ne le sais que trop bien, dit-il. Mais cela ne te sera d'aucun profit, car tes vilaines manœuvres ne m'échappent pas, et tu ne pourras pas me faire violence dans les discussions sans que je m'en aperçoive. Je ne me risquerai pas non plus, bienheureux Thrasymachus, dis-je. Mais pour éviter que pareille chose se reproduise, définis comment tu entends le dirigeant et le plus fort. L'entends-tu selon l'acceptation ordinaire ou au sens strict que tu viens de dire? C'est-à-dire celui dont l'intérêt est précisément ce qu'il est juste que le plus faible exécute. J'entends, répondit-il, au sens le plus strict, celui qui gouverne. Accuse-moi de manœuvre, traite-moi de sycophante, à cause de cette définition, si tu peux. Je ne ferai rien pour te retenir. Mais je ne t'en crois pas capable. Me crois-tu assez fou, repris-je, pour entreprendre de tondre un lion et ruser comme un sycophante avec Thrasymachus? Tu viens pourtant d'essayer, dit-il, et comme pour le reste, tu en es incapable. Finissons-en avec ce genre de choses, dis-je. Dis-moi plutôt,
Le médecin, celui que tu viens de définir au sens strict, est-il quelqu'un qui cherche à s'enrichir ou est-il le thérapeute de ceux qui sont malades? Ne parle que de celui qui est réellement médecin. C'est celui, dit-il, qui est le thérapeute des malades. Et qu'en est-il du pilote? Le vrai pilote, est-il le chef des matelots ou un matelot? Il est le chef des matelots. Je pense en effet qu'il ne faut pas tenir compte du fait qu'il navigue sur le bateau et qu'il ne faut pas l'appeler matelot, car ce n'est pas en raison du fait qu'il navigue qu'on l'appelle pilote, mais à cause de son art et du commandement qu'il exerce sur les matelots. C'est vrai, dit-il. Donc pour chacun de ces deux-là, il existe un intérêt particulier. Tout à fait. N'est-ce pas justement l'art, dis-je, qui par nature s'occupe de cela, rechercher pour chacun ce qui est son intérêt et le lui procurer? C'est son objet, dit-il. Et pour chacun des arts, existe-t-il un intérêt particulier autre que celui d'atteindre sa perfection le plus possible? En quel sens poses-tu cette question? C'est comme si, dis-je, tu me demandais s'il suffit au corps d'être un corps ou s'il nécessite autre chose. Je te répondrai, pour sûr, il a besoin d'autre chose et c'est pour cette raison qu'on a maintenant inventé l'art de la médecine, parce que le corps est déficient et qu'il ne se suffit pas à lui-même. C'est dans le but de lui procurer ce qui est dans son intérêt que l'art s'est constitué. Si je m'exprime de cette manière, cela te semble-t-il correct ou non? Correct, dit-il. Mais quoi? L'art médical lui-même est-il déficient? Les autres arts manquent-ils à ce point de quelque excellence? Par exemple, les yeux ont-ils besoin de la vue et les oreilles de l'ouïe, et leur manquerait-il pour cette raison un art particulier pour faire l'examen de ce qui constitue leur intérêt propre et le leur procurer? Existe-t-il dans l'art lui-même quelque déficience? Et faut-il pour chaque art un autre art dont la fonction est de faire l'examen de l'intérêt du premier? Et pour l'art qui fait cette recherche, encore un autre après lui, et ainsi de suite à l'infini? Ou bien s'occupera-t-il lui-même de rechercher son propre intérêt? Ou bien n'a-t-il besoin ni de lui-même, ni d'un autre pour examiner son intérêt en fonction de sa propre déficience, compte tenu du fait qu'aucun art ne présente quelque déficience ou erreur que ce soit, et qu'il ne convient pas qu'un art recherche autre chose que l'intérêt de l'objet dont il constitue l'art, tandis que lui-même, en tant qu'art véritable, est sans défaut et parfait, aussi longtemps qu'un art au sens strict du terme demeure intégralement ce qu'il est. Examine ce point selon l'usage strict du langage. Est-ce ainsi que la chose se présente, ou autrement? Il semble qu'il en aille de cette manière, dit-il. Ainsi, dis-je, l'art médical n'examine pas ce qui est l'intérêt de la médecine, mais l'intérêt du corps. Oui, dit-il. Ni l'art hippique, l'intérêt de l'art hippique, mais l'intérêt du soin des chevaux. Et en général, aucun art n'examine son intérêt à lui, puisqu'il ne manque de rien, mais celui de l'objet dont il s'occupe. Il semble bien que ce soit le cas, dit-il. Or, Trasimaque, les arts dirigent et gouvernent l'objet dont ils constituent l'art. Il m'accorda ce point, mais non sans quelque réticence. Ainsi donc, aucune science n'examine, pas plus qu'elle ne le prescrit, ce qui est l'intérêt du plus fort, mais bien ce qui est l'intérêt de ce qui est plus faible et qui est dirigé par elle. Il finit par m'accorder également ce point, non sans avoir tenté de s'y opposer. Lorsqu'il l'eut concédé, je lui dis. N'y a-t-il pas alors un autre point? N'est-il pas vrai qu'aucun médecin, en tant que médecin, n'examine ce qui est dans l'intérêt du médecin, ni le prescrit, mais bien ce qui est l'intérêt du malade? Il a été reconnu que le médecin, au sens rigoureux, est le dirigeant des corps, et non pas un expert en enrichissement. Nous sommes bien tombés d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Il en convint.
et aussi que le pilote, au sens strict, est le dirigeant des matelots, et non pas un matelot. Cela a été accordé. Un tel pilote et un tel dirigeant ne fera donc pas l'examen de ce qui est l'intérêt du pilote, pas plus qu'il ne le prescrira, mais bien ce qui est dans l'intérêt du matelot et du subordonné. Il en convint avec peine. Par conséquent, Thrasymach, repris-je, aucun homme, quel qu'il soit, en aucune fonction de direction, dans la mesure où il exerce cette direction, ne considère ce qui est son intérêt propre, ni ne le prescrit, mais bien ce qui est utile à celui qu'il dirige et par rapport auquel il est l'expert en son art. Et c'est en tenant compte de lui et en considérant ce qui est son intérêt et son bien qu'il dit ce qu'il propose et fait tout ce qu'il fait. Parvenu à ce moment de notre discussion, il était devenu évident pour tous que notre définition du juste s'était muée en position contraire. Thrasymach, au lieu de répondre, demanda. « Dis-moi, Socrate, as-tu une nourrice ?»« Quoi ?» m'exclamai-je. « Ne vaudrait-il pas mieux répondre que de poser des questions pareilles ?»« C'est que, dit-il, elle te laisse la morve-au-nez et néglige de te moucher alors que tu en as besoin. Elle qui ne t'a même pas appris à distinguer un berger de ses moutons. » Pourquoi ça en particulier, dis-je ? Parce que tu penses que les bergers et les bouviers considèrent ce qui est le bien de leurs moutons ou de leurs bœufs et qui les engraissent et les soignent dans une toute autre perspective que le bien de leur maître et de leur propre. De la même manière, tu penses que ceux qui dirigent dans les cités, j'entends ceux qui gouvernent réellement, se représentent d'une certaine façon ceux qui dirigent dans un état d'esprit différent de ce qu'on conçoit à l'endroit des moutons, et que nuit et jour ils considèrent autre chose que les moyens de les exploiter dans leur intérêt. Et tu as fait tellement de progrès dans la connaissance du juste et de la justice, de l'injuste et de l'injustice, que tu ignores que la justice et le juste constituent en réalité le bien d'un autre. C'est l'intérêt du plus fort et de celui qui dirige, et que ce qui revient en propre à celui qui obéit et qui sert. C'est le dommage. Que l'injustice est le contraire, qu'elle commande à ceux qui sont authentiquement moraux et justes, que les subordonnés contribuent à l'intérêt de celui qui est le plus fort. Qu'ils font son bonheur en étant à son service, mais qui ne font aucunement leur propre bonheur. Dans ta suprême naïveté, Socrate, il serait requis que tu regardes les choses comme suit. L'homme juste est en toutes circonstances placé dans une position inférieure à l'homme injuste. Prenons d'abord le cas des contrats où ils s'associent mutuellement. Tu ne trouveras jamais, lorsque l'association est dissoute, que le juste a profité plus de l'association que l'injuste, mais bien qu'il y a perdu. Prenons ensuite le cas des affaires de la cité. Lorsqu'il faut payer des contributions, le juste, dans une situation d'égalité de fortune, va devoir contribuer davantage, l'autre moins. Dans le cas des rétributions, l'un ne reçoit rien, l'autre récolte beaucoup. Lorsque par ailleurs chacun d'eux exerce quelque fonction publique, ce sera le lot de l'homme juste, quand bien même il ne subit pas d'autres dommages, que de voir sa situation personnelle se détériorer du fait qu'il la néglige, et de ne tirer aucunement profit de la chose publique parce qu'il est juste. Il se trouve par ailleurs en but à l'hostilité de ses parents et de ses proches, parce qu'il ne consent pas leur rendre service au détriment de la justice. Pour l'homme injuste, c'est tout le contraire qui lui arrive. Je parle de celui qui, comme je le disais à l'instant, est capable de retirer des profits considérables. C'est cet homme-là que tu dois prendre en considération si tu veux discerner à quel point, dans le cas des particuliers, l'injustice est plus profitable que la justice. Le plus facile pour t'en rendre compte, c'est d'aller jusqu'à considérer l'injustice la plus totale, celle qui rend l'homme qui la commet tout à fait heureux et qui, au contraire, fait des victimes de l'injustice et de ceux qui refusent de la commettre des gens tout à fait malheureux. Il s'agit du pouvoir tyrannique,
qui n'y va pas petit à petit pour s'emparer du bien d'autrui, mais le fait avec violence, d'un seul coup, qu'il s'agisse de biens sacrés et profanes, de biens privés et publics. Prenons le cas de quelqu'un qui a commis pareille injustice, dans l'un ou l'autre de ces domaines, et qui n'a pu le cacher. On le punira et il encourra les blâmes les plus sévères. On traitera en effet de profanateur, de trafiquant d'esclaves, de perceurs de murailles, de brigands, de voleurs, tous ceux qui ont commis de la moindre façon de tels méfaits. Prenons au contraire le cas de quelqu'un qui, outre les biens des citoyens, s'est emparé de leurs personnes et les a réduits en esclavage. Au lieu de ces injures ignominieuses, les gens de ce genre seront appelés heureux et fortunés, non seulement de la part de leurs concitoyens, mais aussi de la part de tous ceux qui prennent connaissance de ce que celui-là a commis l'injustice la plus complète. Ce n'est pas en effet par crainte de commettre des actes injustes, mais au contraire par crainte de la subir, que ceux qui blâment l'injustice s'emploient à le faire. Ainsi donc, Socrate, l'injustice, quand elle se développe suffisamment, est plus forte, plus libre, plus souveraine que la justice. Et comme je le disais au point de départ, le juste est en réalité ce qui est l'intérêt du plus fort, et l'injuste constitue pour soi-même avantage et profit. Après ces paroles, Thrasymach avait dans l'idée de s'en aller. Lui qui, comme un maître de bain, avait inondé nos oreilles du flot torrentiel de son discours. Mais ceux qui assistaient à la discussion ne lui en donnèrent pas la permission et le forcèrent à rester pour justifier les propositions qu'il venait de présenter. De mon côté, je le pressai également de rester et je lui dis « Thrasymach, homme démonique, tu nous lances un tel discours et tu te mets en tête de partir sans nous avoir expliqué correctement et sans même t'être assuré de savoir si la chose est comme tu le dis ou non. Crois-tu donc avoir entrepris de définir un sujet de peu d'importance, et non la règle de l'existence entière, celle que chacun de nous doit suivre, s'il doit vivre la vie la plus profitable? Et moi, pour mon compte, dit Thrasymach, je jugerai qu'il en va autrement. Tu en as bien l'air, dis-je, à moins que tu ne te soucies pas de nous, et que tu n'aies pas à cœur le fait que nous mènerons une existence plus ou moins heureuse. Dans l'ignorance, nous serons de ce que toi tu affirmes savoir. Mais mon bon, efforce-toi donc plutôt de nous le montrer, à nous aussi. Tu ne te trouveras pas plus mal de nous aider autant que nous sommes. Quant à moi, je te dis mon sentiment. Je ne suis pas persuadé et je ne crois pas que l'injustice soit plus profitable que la justice, même dans le cas où on lui donne libre cours et qu'on ne l'empêche pas de faire les actes qu'elle souhaite faire. Allons, mon bon, admettons que quelqu'un soit injuste et qu'il puisse commettre l'injustice, soit parce qu'il le fait de manière cachée, soit encore qu'il ait la force de l'imposer. Tu ne me convaincras pas pour autant que cela lui est plus profitable que la justice. Je ne suis pas seul à le penser. Sans doute se trouve-t-il quelqu'un d'autre parmi nous qui en est également convaincu. Persuade-nous donc, sérieusement, bien heureux, que nous raisonnons incorrectement, qu'en nous faisons de la justice quelque chose de plus grande valeur que l'injustice. Mais comment m'y prendre, dit-il, pour te convaincre, si je n'ai pas réussi à te persuader par ce que je viens de te dire? Que puis-je ajouter de plus? Faut-il que je dépose mon discours à l'intérieur même de ton âme? Par Zeus, dis-je, n'en fais rien. Tiens-toi plutôt d'abord aux choses que tu as dites. Ou si tu modifies ta position, fais-le ouvertement et sans nous tromper. Tu vois bien à présent, Thrasymach, pour réexaminer ce que nous avons dit auparavant, qu'après avoir donné d'abord la définition du médecin véritable, tu ne t'es pas senti pour autant tenu de conserver rigoureusement la définition du véritable berger. Tu crois au contraire qu'il mène paître ses moutons en tant qu'il est un berger, non pas en ayant en vue le bien ultime de son troupeau, mais plutôt comme un festoyeur qui s'apprête à faire un bon repas à l'occasion de quelque réjouissance, ou encore en pensant à les vendre comme un homme d'affaires, et pas du tout comme un berger.
Or l'art du berger n'a certainement pas souci de quoi que ce soit d'autre que de l'objet auquel il est ordonné, dans la mesure où il lui procure le plus grand bien possible. Quant à cet art lui-même, ce qui le rend excellent lui est fourni de manière suffisante, en tout cas tant qu'il ne perd pas son essence d'art pastoral. De la même manière, je croyais tout à l'heure qu'il nous fallait tomber d'accord sur le fait que tout gouvernement, dans la mesure où il est réellement un gouvernement, n'envisage aucun autre bien que le bien ultime du sujet qu'il gouverne, et dont il a le soin, et cela qu'il s'agisse du gouvernement dans la sphère politique ou dans la sphère privée. Mais toi, penses-tu que ceux qui gouvernent dans les cités, j'entends bien ceux qui gouvernent réellement, gouvernent de leur plein gré? Non, par Zeus, dit-il, ce n'est pas une opinion, j'en ai la certitude. Mais quoi, Thrasymachre, repris-je, les autres fonctions de pouvoir, n'as-tu pas réfléchi au fait que personne ne consent de son plein gré à les exercer, mais que ceux qui le font exigent un salaire, considérant qu'il ne découlera de cet exercice du pouvoir aucun avantage pour eux-mêmes, mais seulement pour ceux qu'ils gouvernent? Dis-moi seulement ceci. Ne disons-nous pas toujours que chacun des arts se différencie des autres du fait qu'il possède une compétence propre? Et ne va pas répondre, bien heureux, en disant le contraire de ce que tu penses, afin que nous progressions un peu. C'est en effet sur ce point, dit-il, qu'ils sont différents. Chaque art ne nous procure-t-il pas un avantage particulier, et non un avantage qui soit commun à tous, comme c'est le cas de la médecine et de la santé, de l'art du pilotage et de la sécurité dans la navigation, et ainsi de suite pour les autres arts? Tout à fait. Et donc l'art de gagner un salaire fournit un salaire. C'est là en effet sa compétence particulière. Irais-tu jusqu'à dire que l'art de la médecine est le même que l'art du pilotage? Ou bien, si tu veux proposer une définition rigoureuse, comme tu l'as soutenu, ne convient-il pas de penser plutôt que si un expert en navigation améliore sa santé en raison des avantages que lui procure la navigation en mer, ce n'est pas une raison suffisante pour appeler son art du nom d'art médical? Non, certes, dit-il. Et je ne crois pas non plus que tu appelles médecine l'art de gagner un salaire si d'aventure quelqu'un améliore sa santé en gagnant un salaire. Non, certes. Mais alors, la médecine serait-elle l'art de gagner un salaire parce qu'en la pratiquant, quelqu'un gagne un salaire? Non, dit-il. Mais n'avons-nous pas reconnu que chaque art procure un avantage particulier? Admettons, dit-il. Or, quel que soit l'avantage que tous les experts dans un art particulier retirent en commun, il est clair qu'ils le tirent d'un certain élément commun et identique dont ils font usage dans leur art. Il semble bien, dit-il. Or, nous disons que les experts dans un art retirent un avantage quand ils touchent un salaire, du fait de ce que, conjointement à leur pratique, ils font usage de l'art pour gagner un salaire. Il en convint avec peine. Ce n'est donc point de leur art particulier que provient cet avantage qui est la rétribution d'un salaire, mais à regarder la question rigoureusement, la médecine produit la santé, l'art de gagner un salaire produit le salaire, l'art de l'architecte produit l'habitation, et l'art de produire le salaire qui vient avec lui produit le salaire, et ainsi en est-il de tous les autres arts. Chacun accomplit ce qui est sa fonction propre, et est profitable à l'objet auquel il est ordonné. Mais si le salaire ne vient pas s'adjoindre à l'art, l'expert dans un art retire-t-il quelque avantage de son art? Il ne semble pas, dit-il. Mais cet art ne procure-t-il pas quelque avantage, même dans le cas où il est exercé gratuitement? Je crois bien. Dès lors, Thrasymachre, une chose est évidente, c'est qu'aucun art, ni aucun commandement, ne procure ce qui est avantageux pour lui-même, mais au contraire, comme nous l'avons dit auparavant, il ne procure et ordonne que ce qui est avantageux au sujet commandé,
parce qu'il considère ce qui est l'intérêt du plus faible et non pas celui du plus fort. Voilà justement pourquoi, mon cher Trasimaque, je soutenais tout à l'heure que personne ne consent de son plein gré à commander et à prendre en main le redressement des maux d'autrui, et qu'on exige plutôt un salaire, parce que celui qui s'efforce de bien exercer son art ne réalise ni ne commande jamais pour lui-même le bien ultime, dans la fonction même de commander selon son art, mais toujours pour le sujet auquel il commande. C'est pour cette raison, semble-t-il, qu'il convient d'accorder un salaire à ceux qui sont disposés à consentir à la fonction de commandement, soit de l'argent, soit des honneurs, et de prévoir une punition s'ils le refusent. Que veux-tu dire par là, Socrate? Demanda Glaucon. Je comprends qu'il s'agit de deux salaires distincts. Mais cette punition dont tu parles, et comment tu l'associes à la part du salaire? Je ne le saisis pas. C'est parce que tu ne saisis pas, dis-je, ce qu'est le salaire des meilleurs, celui pour lequel les plus compétents exercent le commandement, quand ils consentent à le faire. Ne sais-tu pas que l'amour des honneurs et de la richesse passe pour une attitude répréhensible, et qu'elle l'est de fait? Je le sais, dit-il. Pour cette raison, dès lors, repris-je, ce n'est pas pour les richesses ni pour les honneurs que les gens de bien consentent à gouverner. Ils ne souhaitent aucunement être considérés comme des salariés, en exerçant ouvertement leur fonction de commander contre un salaire, pas plus qu'ils ne souhaitent être traités de voleurs, en retirant personnellement de leur fonction les avantages occultes. Ils ne le font pas davantage en vue des honneurs, car ils ne recherchent pas les honneurs. Il est donc nécessaire que la perspective d'une punition vienne les contraindre à s'engager, s'ils doivent consentir à prendre le commandement. De là vient pour celui qui s'engage spontanément dans l'exercice du gouvernement, sans avoir subi la pression de la contrainte, le risque de s'attacher une réputation déshonorante. Or, la punition la plus sévère est d'être commandé par quelqu'un de plus médiocre que soi, si on ne consent pas à gouverner soi-même. C'est parce qu'il redoute ces punitions, me semble-t-il, que les gens valeureux prennent le pouvoir quand ils le font. Ils s'engagent alors dans l'exercice du gouvernement sans rechercher leur intérêt personnel, ni comme s'ils en attendaient de l'agrément, mais bien par nécessité, et parce qu'il ne leur est pas loisible de confier le pouvoir à des gens meilleurs qu'eux-mêmes, ou tout simplement semblables à eux. Si d'aventure une cité composée d'hommes de bien venait à exister, l'abstention des fonctions de gouvernement serait l'objet de bien des rivalités, comme on le fait à présent pour parvenir à gouverner. Il serait tout à fait manifeste que le gouvernant véritable n'est pas disposé naturellement à rechercher son intérêt personnel, mais bien celui du sujet qu'il gouverne. Dès lors, quiconque a pris conscience de cela choisirait de recevoir l'aide d'autrui plutôt que de prendre la peine d'aider autrui. Sur ce point donc, je ne m'accorde aucunement avec Trasimaque, lui qui soutient que le juste est ce qui est l'intérêt du plus fort, mais nous pourrons en poursuivre l'examen à une autre occasion. De beaucoup plus important me semble ce que dit à présent Trasimaque, quand il affirme que la vie de l'injuste est la plus heureuse que celle de l'homme juste. Mais toi, Glaucon, dis-je, laquelle choisirais-tu? De quelle position dirais-tu qu'elle est la plus vraie? L'existence du juste est, à mon avis, plus profitable. Tu as bien entendu, dis-je, Trasimaque, passer en revue à l'instant tous les bienfaits de l'existence de l'homme injuste. Je l'ai entendu, dit-il, mais je ne suis pas convaincu. Alors, veux-tu que nous le persuadions, si nous pouvons en trouver le moyen, qu'il n'a pas raison? Comment ne le voudrais-je pas? Dit-il. Si donc, repris-je, nous exposons, en opposant argument contre argument, tous les bienfaits qu'à son tour recèle l'existence juste, et que par la suite il réplique, et que nous proposions un autre argument, il faudra faire le compte des biens et mesurer ce que chacun de nous aurons avancé dans nos arguments respectifs, et nous aurons besoin d'arbitres pour nous départager. Si au contraire, nous examinons la question comme tout à l'heure,
en nous mettant d'accord entre nous au fur et à mesure, alors nous serons en même temps arbitres et orateurs. Exact, dit-il. Laquelle de ces deux méthodes, dis-je, te plaît davantage? Celle-ci, la dernière. Eh bien, allons-y, Thrasymach, repris-je. Réponds-nous en reprenant depuis le début. Tu soutiens que la parfaite injustice est plus profitable que la justice parfaite. C'est exactement ce que je soutiens, dit-il, et j'ai exposé mes raisons. Eh bien, voyons. Comment présenterais-tu la question dans la perspective de ces deux positions? Donnes-tu à l'une des deux le nom de vertu et à l'autre le nom de vice? Comment l'éviter? Alors tu appelleras vertu la justice et vice la justice. Vraisemblablement, mon cher, dit-il, alors que j'affirme précisément que c'est l'injustice qui est profitable et que la justice ne l'est pas. Mais alors, qu'en est-il? C'est le contraire, répondit-il. C'est la justice qui est un vice? Non, mais il s'agit simplement de l'ingénuité d'une bonne nature. Alors, l'injustice serait à tes yeux une nature malicieuse? Non, dit-il, elle est plutôt un discernement judicieux. Selon toi, Thrasymach, les hommes injustes sont à la fois des sages, prudents et des gens de bien. Oui, dit-il, ceux qui peuvent être entièrement injustes, ceux qui sont capables de soumettre des cités et des nations entières d'hommes. Tu penses peut-être que je parle des coupeurs de bourse. Bien sûr, dit-il, de telles activités aussi apportent leur profit tant qu'elles passent inaperçues. Mais elles ne méritent pas qu'on en parle à côté de celles que je viens de mentionner. Je n'ignore pas, dis-je, ce à quoi tu réfères, mais je suis étonné de te voir ranger l'injustice aux côtés de la vertu et de la sagesse, et la justice avec leur contraire. Et pourtant, c'est bien ainsi que je les range. Voilà, dis-je, qui devient plus rigide, camarade. Il n'est guère facile de voir quoi dire ensuite. Car si tu posais que l'injustice est profitable, tout en concédant qu'il s'agit d'un vice ou d'une chose honteuse, comme certains autres le font, nous aurions de quoi te répondre en évoquant les opinions communes. Mais à présent, de toute évidence, tu t'apprêtes à soutenir qu'il s'agit de quelque chose de bien et de prestigieux, et tu es sur le point de lui attribuer toutes les autres qualités que nous attribuions pour notre part au juste, puisque tu as eu l'audace de ranger l'injuste au rang de la vertu et de la sagesse. Tu prédis la vérité même, dit-il. Il n'y a pourtant pas lieu, repris-je, de se rebiffer. Il faut poursuivre notre examen en argumentant tant et aussi longtemps que je pourrais présupposer que tu dis ce que tu penses. Car tu me sembles, Thrasymach, faire à présent cet examen en toute simplicité et dire ce que tu estimes vrai. Quelle différence cela fait-il pour toi, dit-il, si c'est ce que je pense ou non? Tâche plutôt de réfuter l'argument. Peu importe, en effet, dis-je, mais essaie de ton côté de répondre aux questions suivantes. Crois-tu que l'homme juste voudra prendre avantage de quelque manière de l'homme juste? Jamais, dit-il. Autrement, il ne serait plus l'ingénu civilisé qu'il est à présent. Mais quoi? Ne voudra-t-il pas prendre avantage de l'action juste? D'une action injuste non plus, dit-il. Et de l'homme injuste, penserait-il prendre avantage et jugerait-il juste de le faire, ou alors le jugerait-il injuste? Il jugerait que c'est juste, dit-il, et il le penserait, mais sans être capable de s'y résoudre. Mais ce n'est pas cela, dis-je, que je te demande, mais bien si le juste ne penserait pas prendre avantage du juste et ne le souhaiterait pas, alors qu'il le penserait de l'homme injuste. C'est bien le cas, dit-il. Et qu'en est-il pour l'homme injuste? Croirait-il légitime de prendre avantage du juste et de l'action juste? Comment ne le ferait-il pas, dit-il, lui qui considère légitime de prendre avantage de tout le monde? Ainsi donc, l'homme injuste prendra avantage même de l'homme injuste et de l'action injuste,
et il fera tous les efforts nécessaires en vue d'exploiter au maximum tout le monde. C'est cela. Voilà que nous avons établi quelque chose, dis-je. Le juste ne prend pas avantage de son semblable, mais de celui qui n'est pas juste comme lui, tandis que l'homme injuste prend avantage de son semblable, comme de celui qui n'est pas comme lui. Tu le formules superbement, dit-il. Or l'injuste, dis-je, est sage et bon, alors que le juste n'est ni l'un ni l'autre. Cela aussi est bien dit, dit-il. Ainsi donc, repris-je, l'homme injuste ressemble à l'homme sage et bon, et l'homme juste ne leur ressemble pas. Comment, en effet, dit-il, celui qui possède ces qualités pourrait-il ne pas ressembler à ceux qui les possèdent également, alors que l'autre qui ne les possède pas leur ressemblerait? Bien. Ainsi chacun des deux est donc tel que ceux auxquels il ressemble. Mais que peut-il être d'autre, dit-il. Soit, Trasimaque. Dis-tu que tel homme est musicien alors que tel autre est étranger à l'art de la musique? Je l'affirme. Lequel est sage? Lequel est dépourvu de sagesse? C'est le musicien qui est sage, bien sûr, et celui qui est étranger à l'art musical est dépourvu de sagesse. Et celui qui est sage, n'est-il pas bon aussi dans le domaine où il est sage, alors que celui qui est dépourvu de sagesse est mauvais dans le domaine où il n'est pas sage? Si. Et qu'en est-il de l'expert dans l'art médical? N'en va-t-il pas de même pour lui? Oui, il en va de même. Et alors, excellent homme, te semble-t-il que l'homme musicien qui accorde sa lyre consentira à prendre avantage de l'homme musicien dans l'action de tendre ou de détendre les cordes, et estimera légitime de tirer profit de lui? Je ne crois pas. Et qu'en sera-t-il d'un homme dépourvu d'art musical? Oui, forcément, dit-il. Qu'en sera-t-il de l'expert en médecine, dans l'art de prescrire le régime pour s'alimenter et boire? Consentira-t-il à prendre avantage d'un expert médical ou même du savoir médical? Non, certes. Le fera-t-il d'un homme non expert en médecine? Oui. Voit de même en considérant tout savoir comme toute absence de savoir. S'il te paraît que quelque expert que ce soit consentirait à prendre avantage, soit en action, soit en parole, d'un autre expert, ou s'il ne serait pas plutôt désireux de réaliser les mêmes choses que son semblable en poursuivant la même activité. Mais peut-être, dit-il, faut-il reconnaître qu'il en va de cette manière. Qu'en sera-t-il de celui qui ne possède pas le savoir? Ne voudra-t-il pas prendre avantage, sans distinction de celui qui possède le savoir et de celui qui en est dépourvu? Peut-être. Et celui qui possède le savoir est sage? Je le soutiens. Et le sage est bon? Je le soutiens. Celui qui est bon et sage ne consentira pas à prendre avantage de son semblable, mais bien de celui qui n'est pas son semblable et qui est son contraire. Il me semble, dit-il. Tandis que celui qui est méchant et ignorant voudra prendre avantage de son semblable comme de son contraire. Il semble. Or, justement, Trasimaque, dis-je, l'homme injuste ne tire-t-il pas avantage, selon nous, aussi bien de celui qui ne lui ressemble pas que de son semblable? N'est-ce pas ce que tu as dit? C'est ce que j'ai dit, dit-il. Le juste ne tirera donc pas avantage de son semblable, mais de celui qui ne lui ressemble pas. Oui. L'homme juste ressemble donc, dis-je, à l'homme sage et bon, alors que l'homme injuste ressemble à l'homme méchant et ignorant. Il y a des chances. Nous avons pourtant convenu que chacun des deux tient vraiment de chacun de ceux auxquels il ressemble. Nous sommes tombés d'accord là-dessus. Il est donc démontré que l'homme juste est à la fois bon et sage, alors que l'homme injuste est ignorant et méchant. Trasimaque donna son accord sur tous ces points, pas aussi aisément que je le rapporte maintenant, mais en se rebiffant et à grand-peine. Il suait abondamment, d'autant que c'était le corps de l'été, et je constatai alors ce que je n'avais jamais observé jusque-là,
Thrasymach rougissait. Mais après être convenu que la justice est vertu et sagesse, et l'injustice vice et ignorance, je repris. Entendu, ce point est établi pour nous, mais nous avons affirmé également que l'injustice est aussi une force considérable. Ne t'en souviens-tu pas, Thrasymach? Je m'en souviens, dit-il. Mais pour ma part, je ne suis pas heureux de ce que tu viens de dire, et j'ai quelque chose à dire à ce propos. Mais si je prends la parole, je sais bien que tu m'accuseras de faire une harangue. Laisse-moi donc m'exprimer comme je le souhaite. Ou si tu veux interroger, fais-le. Moi, de mon côté, ainsi qu'envers les vieilles femmes qui racontent des histoires, je répondrai par un oui ou un non, d'un signe de la tête. Au moins, dis-je, ne réponds pas contre ta pensée. Comme il te plaira, dit-il, puisque tu ne me permets pas de parler, mais que souhaites-tu de plus? Rien, par Zeus, dis-je. Mais si vraiment tu veux faire ainsi, fais-le. Moi, je vais t'interroger. Eh bien, interroge. Je te poserai donc la même question que tout à l'heure, dans le but de conduire à son terme notre discussion sur la question « Qu'est-ce que donc la justice par comparaison avec l'injustice ?» On a affirmé, à un moment donné, que l'injustice était plus puissante et plus forte que la justice. Mais à présent, dis-je, s'il est vrai que la justice est sagesse et vertu, il est facile, je pense, de montrer qu'elle est plus forte que l'injustice, puisque l'injustice est ignorance. Personne ne va contester ce point. Je ne vais pas pour autant, Thrasymach, recourir à quelque chose d'aussi simple. Je compte plutôt examiner la chose d'une autre manière. N'existe-t-il pas, dis-moi, une cité qui soit injuste et qui entreprenne d'asservir d'autres cités de manière injuste, ou qui en réduise plusieurs en esclavage sous sa domination? Sans doute, dit-il. La cité la meilleure, celle qui est parfaitement injuste, sera d'ailleurs la première à le faire. Je comprends, dis-je, que telle était bien ta position. Mais je concentre mon examen sur le point suivant. Est-ce qu'une cité qui devient plus forte qu'une autre cité peut exercer son pouvoir en se passant de la justice, ou sera-t-il nécessaire que cette cité ait recours à la justice? S'il en va, dit-il, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire si la justice est sagesse, alors elle doit recourir à la justice. Si au contraire elle est, comme moi je le disais, alors elle devra recourir à l'injustice. Je me réjouis tout à fait, cher Thrasymach, dis-je, que tu ne fasses pas que hocher la tête et que tu me répondes si bien. C'est que je veux te faire plaisir, dit-il. Tu fais bien, mais fais-moi un plaisir de plus et dis-moi. Crois-tu qu'une cité, une armée, une bande de brigands ou de voleurs, ou tout autre groupe engagé ensemble dans une activité injuste, pourrait réussir si ses membres étaient injustes l'un envers l'autre? Non, certes, dit-il. Et s'ils évitaient d'être injustes, ne réussiraient-ils pas mieux? Tout à fait. Ce sont en effet des dissensions, Thrasymach, que l'injustice engendre parmi eux, et aussi sans doute des haines et des conflits, alors que la justice engendre la concorde et l'amitié, n'est-ce pas? Admettons, dit-il. Je ne veux pas de différend avec toi. Mais tu es vraiment incommodant, excellent homme. Mais dis-moi encore une chose. Si c'est l'œuvre propre de l'injustice que de susciter la haine partout où elle surgit, que ce soit chez les hommes libres ou chez les esclaves, ne les conduira-t-elle pas à se haïr les uns les autres, à s'engager dans des conflits, et ne les rendrait-elle pas incapables de s'engager les uns les autres dans une entreprise commune? Si, certainement. Et si l'injustice se produit entre deux personnes, ne seront-elles pas en conflit? Ne se haïront-elles pas? Ne deviendront-elles pas hostiles l'une à l'égard de l'autre, comme elles le sont à l'égard des justes? Elles le seront, dit-il. Et dans le cas, homme merveilleux, où l'injustice se produit dans un seul individu, est-ce qu'elle ne perdra pas sa propre puissance, ou alors la conservera-t-elle sans affaiblissement?
elle demeurera sans aucun affaiblissement, dit-il. Est-ce donc alors qu'elle apparaît détentrice d'une telle puissance que, quelle que soit l'entité où elle surgisse, ville, nation, armée, un groupe quelconque, elle est pour premier résultat de la rendre incapable d'agir en accord avec elle-même en raison de la dissension et de la discorde qu'elle entraîne, et ensuite de la rendre ennemie d'elle-même et de tout un chacun qui est son opposé et qui est juste. N'est-ce pas le cas? Si, tout à fait. Et dans le cas où elle se trouve dans un seul individu, je pense qu'elle produira les mêmes effets, puisqu'il est dans sa nature de les produire. En premier lieu, elle le rendra incapable d'agir. Il deviendra la proie de la dissension interne, le rendant incapable de trouver un accord intérieur avec lui-même, et ensuite il deviendra ennemi de lui-même, aussi bien que des personnes justes. N'est-ce pas le cas? Oui. Mais, mon ami, les dieux ne sont-ils pas aussi justes? Admettons, dit-il. Et donc l'homme injuste sera l'ennemi des dieux, Trasimaque, et le juste sera leur ami. Régale-toi de ton discours, dit-il, frondeur, car ce n'est pas moi qui vais te contredire de crainte de me mettre à dos ceux qui sont ici. Eh bien, allons, repris-je, gave-moi du reste du festin, en continuant à me répondre comme à présent. Les hommes justes nous paraissent plus sages, meilleurs et davantage capables d'agir, alors que les hommes injustes semblent même incapables d'agir les uns avec les autres. Et lorsque nous affirmons, de certains d'entre eux, que tout en étant injustes, ils ont à l'occasion réalisé avec vigueur les uns avec les autres une entreprise en commun, cela nous déclarons que c'est une complète fausseté. Car s'ils avaient été vraiment injustes, ils ne se seraient pas épargnés les uns les autres, et il est évident qu'il se trouvait chez eux une certaine justice qui les empêchait de commettre des injustices les uns envers les autres, dans le moment même où ils le faisaient contre les autres. Et c'est pour cette raison qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Ils ont mis leur énergie dans leurs actes injustes alors qu'ils n'étaient en fait qu'à moitié corrompus par leur injustice, puisque ceux qui sont totalement dépravés et absolument injustes sont incapables d'agir. Voilà comment je comprends le cours des choses, et ce n'est pas selon la perspective que tu as posée au point de départ. Il faut maintenant examiner si les justes vivent une existence meilleure que les injustes, et s'ils sont plus heureux qu'eux. Question que nous nous étions proposé d'examiner dès le début. Il semble bien à présent qu'il le soit. C'est en tout cas mon opinion, d'après les propos que nous avons tenus. Il faut néanmoins approfondir l'examen, car notre discussion ne porte pas sur quelques questions arbitraires, mais sur la règle particulière selon laquelle il faut vivre. Examine donc, dit-il. Je poursuis l'examen, dis-je. Alors, dis-moi, existe-t-il selon toi une fonction propre du cheval? Selon moi, oui. Alors, est-ce que tu poserais comme la fonction propre du cheval, ou de quoi que ce soit d'autre, ce qu'il est le seul à pouvoir exécuter par lui-même, ou en tout cas le plus parfaitement? Je ne comprends pas, dit-il. Alors, procédons de la manière suivante. Existe-t-il quelque chose d'autre que les yeux qui te permettent de voir? Non, certes. Et alors, quelque chose d'autre que les oreilles pour entendre? Rien d'autre. Dès lors, nous affirmerions à juste titre qu'il s'agit là de leur fonction propre. Assurément. Mais encore, ne pourrais-tu tailler le sarment de vigne avec un coutelas, une hachette et beaucoup d'autres outils? Pourquoi pas? Mais aucun, je pense, ne ferait le travail aussi bien qu'une serpette faite exprès pour cette tâche. C'est vrai. N'admettons-nous pas, dès lors, que c'est là la fonction propre de la serpette? Nous le poserons, en effet. Maintenant donc, je pense, tu saisiras mieux ce que je disais tout à l'heure, quand je te demandais si la fonction propre de quelque chose n'est pas ce qu'elle est seule à effectuer,
ou en tout cas ce qu'elle réalise plus parfaitement que toutes les autres. Oui, je comprends. Et à mon avis, il s'agit bien là de ce qui constitue la fonction propre de chaque chose. Bien, dis-je. Or, pour toute chose à laquelle une fonction particulière est associée, n'existe-t-il pas, selon toi, également une excellence? Et pour en revenir à ce que je disais tantôt, il existe bien, disons-nous, une fonction propre des yeux. Elle existe. Il existe donc également une excellence des yeux. Une excellence aussi. Et alors, il y avait aussi une fonction propre des oreilles. Oui. Et donc une excellence aussi. Une excellence aussi. Et il en va de même pour toutes les autres choses, n'est-ce pas? C'est le cas. Mais voilà, est-ce que les yeux pourraient accomplir convenablement leurs fonctions propres s'ils étaient dépourvus de leur excellence propre et qu'à la place de leur excellence, ils aient le défaut? Comment est-ce possible, dit-il. Tu fais sans doute allusion au fait qu'au lieu de posséder la vision, ce serait la cécité. Peu importe ce qu'est leur excellence, dis-je, ce n'est pas l'objet particulier de mon questionnement, mais je demande plutôt si c'est grâce à son excellence propre que ce qui est doté d'une fonction propre accomplit bien ses œuvres ou c'est par le défaut qu'il l'accomplit mal. Sur ce point, en tout cas, tu dis vrai, dit-il. Donc les oreilles aussi, si elles sont privées de leur excellence propre, accompliront mal leur fonction particulière. Certainement. Formulerons-nous le même argument pour toutes les autres choses? À mon avis, oui. Allons, poursuivons en examinant le point suivant. Existe-t-il une fonction propre de l'âme, une fonction qui ne peut être achevée par le moyen d'aucun des êtres existants? Nul d'entre eux, quelque chose qui soit à peu près du genre suivant. Se soucier, commander, délibérer, et toutes les fonctions de ce genre. Est-il pensable d'attribuer ces fonctions à quoi que ce soit d'autre qu'à l'âme? Et ne devrions-nous pas affirmer quelles en sont les fonctions spécifiques? À rien d'autre. Et le fait de vivre maintenant, ne dirons-nous pas qu'il s'agit d'une fonction de l'âme? Tout à fait, dit-il. Et dès lors, ne dirons-nous pas qu'il existe une excellence propre de l'âme? Nous l'affirmerons. Est-ce que l'âme accomplira jamais bien ses fonctions propres, Trasimaque, si elle est privée de son excellence propre, ou est-ce impossible? C'est impossible. Ainsi donc, une âme mauvaise gouvernera nécessairement mal, elle prendra mal soin des choses, alors que nécessairement l'âme bonne les réussira toutes. C'est une nécessité. Ne sommes-nous pas tombés d'accord que la justice est une vertu et que l'injustice est un vice? Nous l'avons reconnu, en effet. Par conséquent, l'âme juste et l'homme juste vivront bien alors que l'injuste vivra mal. C'est ce que semble montrer ton raisonnement, dit-il. Mais assurément, celui qui vit bien est bien heureux et rempli de bonheur. Celui qui ne vit pas bien, le contraire. Sans doute. Ainsi donc l'homme juste est heureux, l'homme injuste malheureux. Admettons, dit-il. Mais le malheur ne présente aucun avantage, alors que le bonheur est avantageux. Sans doute. Dès lors, bienheureux Trasimaque, l'injustice ne présentera jamais plus d'avantage que la justice. Que cela soit pour toi, Socrate, ton festin d'ébène-d'Élise. C'est grâce à toi, Trasimaque, répondis-je, car tu es devenu gentil et tu as cessé de faire le difficile. On ne peut pas dire que je me sois régalé parfaitement, mais c'est ma faute, pas la tienne. Comme les gloutons qui ne cessent de piquer dans tous les plats qu'on leur présente, sans avoir goûté le plat précédent de manière appropriée, moi aussi je pense avoir fait de même. Avant d'avoir trouvé ce que nous examinions, au point de départ,
à savoir ce que peut bien être le juste, laissant cette question de côté, j'ai concentré mon effort sur l'examen de la question suivante. La justice est-elle vice et ignorance, ou est-elle sagesse et vertu? Puis un nouvel argument ayant surgi, à savoir que l'injustice procure plus d'avantages que la justice, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser le sujet précédent pour aller vers cette question, avec le résultat que maintenant la discussion n'a produit aucun savoir. Car tant que je ne sais pas ce qu'est le juste, je saurai encore moins s'il s'agit d'une vertu ou non, et si celui qui la possède est malheureux ou heureux.